Bonjour à tous, aujourd'hui dans Questions-Réponses, nous allons parler d'un des thèmes les plus abordés, étudiés, commentés, il s'agit de l'inflation. Alors comment la mesurer? Est-ce réellement un problème majeur pour les économies? Différentes écoles de pensée, keynésianisme, monétarisme et autres s'affrontent depuis bien longtemps à ce sujet. Alors regardons tout de suite la théorie de Philippe Weber, responsable des études et de la stratégie chez CPR Asset Management. Philippe, bonjour. Bonjour. Alors commençons par les faits. 2,6% de hausse des prix à la consommation sur un an en mars, ça c'est quand même inquiétant. Oui, c'est un petit peu inquiétant, surtout que c'est une hausse qui vient essentiellement des matières premières, agricoles et surtout du pétrole dans la période récente. Et que donc ce n'est pas en quelque sorte un enrichissement parallèle de tout le monde, des vendeurs et des acheteurs, c'est une ponction qui est faite sur les consommateurs européens en l'occurrence, par les pays producteurs de matières premières et notamment de pétrole. Donc c'est vraiment une perte de pouvoir d'achat pure et simple, qui n'est même pas un transfert à l'intérieur de la zone euro, mais une ponction de la zone euro vers l'extérieur. Enfin c'est quand même de l'inflation. C'est de l'inflation. Tout dépend de la définition que l'on donne. Étymologiquement, l'inflation, c'est le gonflement. Le mot veut dire gonflement en latin. Et dans les vieux traités d'économie, et encore pour certains économistes, je pense à ce qu'on appelle l'école autrichienne, c'est le gonflement de la masse monétaire, des moyens de paiement. Donc quand il y a plus d'argent en circulation, dans la théorie monétariste et sa branche autrichienne, c'est un petit peu différent, l'accroissement de la masse monétaire, comme il n'y a pas plus de produits à vendre ou à acheter, fait augmenter les prix. Et l'hausse des prix est une conséquence de l'inflation et non pas sa définition. Mais aujourd'hui, c'est plus ça. Parce que quand on regarde les définitions, par exemple dans le Larousse, je cite, l'inflation, c'est la situation ou le phénomène caractérisé par une hausse généralisée et continue du niveau des prix. Et puis je continue sur le site de l'INSEE, il est écrit pour évaluer le taux d'inflation, on utilise l'indice des prix à la consommation. Donc en fait, maintenant on est vraiment passé au prix de la consommation pour mesurer l'inflation. Oui, tout à fait. Donc on définit usuellement l'inflation par la hausse des prix. Donc effectivement, le taux d'inflation aujourd'hui dans la zone euro, c'est 2,6% pour le mois de mars, ce qui est effectivement plus que ce que la BCE a retenu comme objectif, qui est moins de 2%, mais près de 2%. Donc là, on est à sensiblement plus de 2%. En même temps, la définition du Larousse est intéressante parce que c'est une hausse généralisée et continue, disiez-vous. Et à mon avis, c'est vraiment ça qui définit l'inflation. Alors que le taux d'inflation soit 2,6, c'est incontestable. Qu'on soit dans une période d'inflation, c'est autre chose, parce que la hausse n'est pas généralisée et on ne peut pas encore dire qu'elle est continue. Ça fait 3 mois qu'on est au-dessus de 2%. Et elle n'est pas généralisée parce qu'il n'y a que les produits pétroliers et les produits alimentaires qui montent. Oui, mais enfin, les produits pétroliers, le pétrole, on en trouve un peu dans beaucoup de produits de la vie courante. Donc finalement, ça se répercute sur beaucoup de produits. Ça se répercute, ça pourrait se répercuter. Si on regarde aujourd'hui ce qu'on appelle l'inflation sous-jacente, dans le jargon, c'est-à-dire l'inflation dans laquelle on enlève les produits alimentaires et les produits énergétiques, mais non pas tout ce qui comprend du pétrole, mais ce qui est vraiment le fioul, l'essence, le gazole, etc. Donc là, cette inflation était à 1,1% en février, on n'a pas encore les chiffres de mars, c'est vraiment extrêmement faible encore. Donc il n'y a pour l'instant pas de diffusion à d'autres prix, même ce qui est directement fait avec du pétrole, comme les matières plastiques ou autres. Alors tout à l'heure, vous avez tout de même évoqué le gonflement éventuel de la masse monétaire. Enfin, avec toutes les injections de liquidités qu'il y a eu, la masse monétaire a dû quand même être gonflée. Oui et non, c'est-à-dire que ça dépend de ce qu'on entend par la masse monétaire. Sa définition la plus stricte, c'est ce qu'on appelle M0 dans le jargon. Donc c'est en fait la monnaie créée vraiment par les banques centrales. Donc la Banque centrale européenne en Europe, la Banque d'Angleterre au Royaume-Uni, la Réserve fédérale aux États-Unis, etc. Et cette monnaie créée par la Banque centrale comprend d'une part les billets de banque et d'autre part les comptes des banques commerciales, cette fois, à la Banque centrale. Alors les billets n'ont pratiquement pas bougé depuis la crise et les comptes des banques ont été effectivement énormément gonflés parce que les banques centrales, donc la Banque centrale européenne ou la Réserve fédérale, ont soit prêté à des taux en l'occurrence très bas de l'argent aux banques commerciales. Pour permettre de relancer le crédit. Pour leur permettre déjà de payer leurs obligations, ce qui n'était pas si évident. Le crédit, on y viendra dans un deuxième temps, il fallait déjà qu'elles puissent payer leurs obligations immédiates. Donc elles leur ont prêté de l'argent ou leur ont acheté des titres qu'elles détenaient. Donc au lieu d'avoir des obligations notamment, elles détenaient des liquidités, du cash, qu'elles ont mis en compte à la Banque centrale. Donc là, effectivement, cette monnaie-là a énormément augmenté. Donc ce qui se passe, c'est que c'est uniquement de l'argent interbancaire qui n'existe qu'entre les banques. On n'en a jamais vu, nous, dans nos portefeuilles. C'est pas mis en circulation. Ce n'est pas mis en circulation, enfin, pas directement. Ce qui se passe en temps normal, c'est que quand il y a énormément de liquidités et que les taux sont très bas, eh bien, les banques prêtent
de l'argent, cette partie peut même en prêter plus, c'est ce qu'on appelle donc le là, multiplicateur plus de demande, monétaire. donc plus d'inflation. Voilà. Et donc là, s'il y a beaucoup de crédit, il peut y avoir plus d'inflation. Il faut vraiment qu'il y en ait beaucoup, à mon sens. Et là, on n'a rien vu. Aux États-Unis, la distribution de crédit est en baisse depuis des années. Elle n'a toujours pas redémarré. Et en Europe, elle continue un tout petit peu à redémarrer. Et donc, s'il y a des crédits, eh bien, la banque qui fait un crédit prête de l'argent à un particulier ou à une entreprise, qui le dépose dans sa banque. Et c'est ça, ce sont ça les dépôts, ce sont ça la masse monétaire, M2, M3, en Europe la BCE suit M3, qui augmente. Là, ça augmente très peu, la BCE a un objectif de moyen terme qui est 4,5%, on est à moins de 3 aujourd'hui, c'est vous dire qu'il n'y a pas de risque alors là, aujourd'hui. En évoquant la BCE, là vous faites une très belle transition, la BCE, elle n'a pas l'air vraiment de votre avis au sujet de l'inflation, puisqu'elle a relevé ses taux. Alors elle a relevé les taux parce que l'inflation est au-dessus de l'objectif. Donc c'est une partie de son diagnostic qui dit on constate un taux d'inflation supérieur à ce qu'on souhaiterait. La masse monétaire est inférieure à ce qu'elle souhaiterait, donc elle ne devrait pas, en tout cas ce n'est pas pour ça qu'elle a remonté les taux d'intérêt. Elle ne voit pas non plus ce qu'elle appelle les effets de second tour, c'est-à-dire les salaires qui se mettent à courir à payer les prix, et puis les salaires qui poussent les prix vers le haut, et puis les salaires qui réaugmentent parce que les prix ont augmenté, etc. Ça, on ne voit pas du tout dans la zone euro, un tout petit peu en Allemagne, mais après 10 ans de stagnation salariale. Donc en fait, aujourd'hui, on constate un peu d'inflation, mais on ne voit pas de cause d'inflation. On ne voit pas vraiment de cause d'inflation. Simplement, la BCE est très inquiète de ce qu'on appelle les anticipations d'inflation, c'est-à-dire que soit les ménages, soit les entreprises, soit les marchés financiers se mettent à dire « Oula, l'inflation est à 2,6 aujourd'hui, elle était à 2 il y a 3 mois, donc elle va être à 3,5 dans 6 mois et à 4,5 dans un an. » Ça, c'est la théorie monétariste, parce que pour d'autres courants de pensée, au contraire, l'inflation est plutôt positive, puisqu'elle permet un peu de relancer la machine. Ça dépend des inflations, là aussi. Et donc, ce qu'a voulu faire la BCE, c'est ancrer les anticipations. Parce que si tout le monde se dit de demain les prix vont augmenter de 4%, mais on les augmente aujourd'hui. Et c'est autoréalisant en quelque sorte. Ça, c'est la théorie des anticipations rationnelles. En même temps, pour d'autres commentateurs, effectivement, un peu d'inflation n'est pas forcément défavorable, notamment parce que ça facilite le remboursement de la dette. Les États, les particuliers et les entreprises dans certains pays sont énormément endettés partout dans le monde développé aujourd'hui. Surtout en Europe, oui. C'est presque pire aux États-Unis qu'en Grèce, si vous regardez. Donc c'est encore un autre débat. Mais un petit peu d'inflation permet de faciliter le remboursement de la dette, puisque vous devez 100, si tous les ans vous gagnez 10% de plus, ben vous rembourserez plus vite. Mais il faut que les salaires, que les revenus, que le PIB suivent. Donc quand on a une inflation qui est entièrement importée, comme aujourd'hui à cause du pétrole ou des produits agricoles, ça ne sert à rien. On est simplement plus pauvre. Donc c'est encore plus compliqué de rembourser. Si les salaires accéléraient un peu, ça faciliterait le remboursement de la dette. Mais ça aurait d'autres inconvénients. M. Trichet n'est pas du tout d'accord avec cette analyse, puisqu'il avait dit qu'augmenter les salaires serait la dernière bêtise à faire. Donc la BCE, elle va continuer de relever ses taux ou pas Oui, elle va sans doute continuer. C'est très rare qu'une banque centrale qui amorce un resserrement l'arrête tout de suite. La BCE l'a fait une fois en 2008, mais juste après, il y a eu la faillite de Lehman Brothers, donc il y avait d'autres questions. Puis elle partait de 4%, elle ne partait pas de 1%. Aujourd'hui, parce que là, les taux, en réalité, ils sont négatifs. Les taux réels sont négatifs. Si on déduit l'inflation, l'inflation à 2,6, vous le disiez, le taux directeur était à 1. Donc vous gagnez de l'argent en empruntant à 1%, puisque vous pouviez le rembourser avec 2,6% de prix en plus. Donc ça, c'est quelque chose que les banques centrales n'aiment pas du tout. Là, c'est le début d'une normalisation. Pour ma part, je prévois des taux directeurs à 1,75% à la fin de l'année. On est parti de 1% il y a encore la semaine dernière. D'accord. Donc en fait, malgré tout, encore des relèvements de taux à venir. Sans doute. Mais c'est un début de normalisation. Ce n'est pas encore un resserrement véritable. Philippe, merci. Merci à vous. Donc une vision assez intéressante de la situation et surtout qui va un peu à contre-courant du discours habituellement entendu. Je vous remercie de nous avoir suivis et à très bientôt.